RTL Matin. RTL 7h43, Amandine Bégaud, vous recevez ce matin le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Olivier Faure, avez-vous hésité à rejoindre ce nouveau Front Populaire ? Je n'ai pas hésité à l'idée de réunir et de rassembler l'ensemble de la gauche. Mais c'est vrai que les fractures pendant la campagne des européennes ont été parfois brutales. Et c'était parfois beaucoup de rancœur. Et donc il a fallu passer par-dessus pour arriver à se retrouver, mais le faire parce que l'ADN de la gauche a toujours été le combat contre l'extrême droite. Et nous ne pouvions pas être absents, ni même nous offrir le luxe de la division à un moment où l'extrême droite est en passe de l'emporter dans cette élection législative. Donc vous vous êtes interrogé, quand même ? On s'est interrogé, oui, au sens où on ne savait pas très bien ce que nous allions retrouver, comment nous allions réussir à nous mettre d'accord après avoir connu une campagne qui était une campagne parfois douloureuse et dans laquelle je n'ai pas tout apprécié. Malgré cet accord, jour après jour, on a quand même l'impression que ces divisions, elles persistent. Dernier épisode en date, si j'ose dire, c'est la question du choix du Premier ministre en cas de victoire. Vous plaidez, et vous l'avez dit hier, pour un vote. Manuel Bompard de la France Insoumise dit c'est le groupe qui aura le plus de députés qui choisira. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière en disant que c'était une de vos idées. C'est compliqué. Même sur ça, vous n'êtes pas d'accord ? Non, moi je pense que je suis très d'accord. L'idée, elle est assez simple. Quelle est la tradition républicaine ? Le président de la République, qui est d'ailleurs le seul à pouvoir nommer, nomme qui il veut. Mais traditionnellement, il appelle celui du groupe qui est majoritaire. Mais quand on a en fait un groupe qui est hégémonique dans un camp politique, ce fut le cas longtemps des socialistes. Jacques Chirac appelle Lionel Jospin. Mais quand on a aujourd'hui une situation où vous avez des groupes où aucun n'est hégémonique, aucun ne peut prétendre à cette hégémonie. La logique, c'est effectivement de faire voter tout le monde pour qu'on puisse trouver un ou une première ministre qui correspondent à ce choix collectif et qui permettent de rassembler cette majorité. Mais elle n'est pas anecdotique, pardon, cette question. Les électeurs qui vont voter... Rien n'était... Non, mais je parle très sincèrement. Les électeurs qui vont voter le 30 juin... il y a un certain nombre qui aimeraient savoir qui sera Premier ministre s'ils font le choix de glisser un bulletin nouveau Front Populaire. Je pense notamment aux électeurs de Raphaël Glucksmann. Je ne suis pas sûre qu'ils voudraient d'un Premier ministre LFI. Mais j'étais un électeur de Raphaël Glucksmann, j'ai même fait sa campagne matin, midi et soir. Et vous seriez prêt à avoir un Premier ministre LFI ? Moi, je suis prêt à jouer le jeu de la démocratie. Je suis prêt à ce que nous ayons, en fait, à un moment, une grande discussion entre tous ceux qui auront été élus pour permettre de se dire... face à telle ou telle situation, moi j'ignore ce que sera le résultat du scrutin du 7 juillet, et donc du 30 juin et 7 juillet, et donc j'attends de voir, et en fonction de la situation, en fonction de la configuration, il y aura un profil qui pour moi s'imposera. Mais pour mobiliser ou ne pas démobiliser, il ne faut pas le faire avant, ce choix ? C'est difficile de le faire avant, parce que la réalité, c'est qu'on ignore tout de cette élection. Et moi, ce que je souhaite, et ce que j'ai dit, c'est que, puisque la question lancinante, c'est de savoir est-ce que Jean-Luc Mélenchon sera ou pas Premier ministre de cette coalition, je vous ai déjà répondu. Enfin, c'est non pour vous. Pour moi, la question n'est pas une question seulement de personnes, c'est une question aussi de profil. Nous sommes dans un pays qui est totalement fracturé, où tout s'oppose à tout, et où, en fait, on a le sentiment de vivre la guerre de tous contre tous. Et moi, je ne veux pas d'une guerre civique, ou même une guerre civile qui pourrait être simplement une guerre civique, mais enfin, c'est vrai que la vérité, c'est qu'il faut réparer, retisser ces liens distendus. Et donc, ça suppose non pas de choisir le profil le plus clivant, mais au contraire de choisir un profil qui soit plus apaisant, rassurant et qui permette de rassembler les Françaises et les Français sur une vision, sur un projet. Nous allons engager de grands changements si nous sommes majoritaires. Et ces grands changements supposent aussi d'emmener les Français, de ne pas jouer la conflictualité qui peut avoir son utilité parce qu'elle permet de faire remonter à la surface des grands débats. Mais dans un moment comme celui que nous vivons, je crois le contraire. Je crois qu'au contraire, il faut évidemment chercher à fédérer plus qu'à diviser. Fédérer, réparer, vous utilisez ce mot ce matin, mais j'ai envie de vous dire à quel prix. Je voulais qu'on évoque ensemble le profil de certains candidats. Je prends l'exemple d'Ali Diawara, qui a été investi en Seine-Saint-Denis à la place de Raquel Garrido. Il a eu des propos sans équivoque à l'égard de Raphaël Glucksmann pendant cette campagne des Européennes, il y a quelques semaines seulement. Il évoquait un candidat sioniste de la droite libérale de gauche. Ça vous gêne pas quand même ?
Mais si, ça me gêne, je l'ai déjà dit. Mais ça vous gêne? Je ne veux pas. Non, mais mais je vous veux êtes pas prêt à résumer. siéger à côté de gens comme ça. Je ne veux pas résumer cette élection législative à 3 ou 4 cas problématiques. Ce serait trop simple d'accorder en fait une forme de disqualification. Est-ce que vous croyez que c'est tout à fait logique que la majorité présidentielle ait refusé de mettre un candidat face à Jérôme Cahuzac, dont on connaît le parcours et le pédigré? Mais vous trouvez ça logique? Vous dites, pardon Olivier Faure, il vaut mieux gagner, quitte à ce que ce soit aux côtés de personnes antisémites ou de personnes qui ont tenu des propos antisémites, plutôt que de voir le RN l'emporter. C'est ce que vous dites ou pas? Mais non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que pour ma part, l'antisémitisme est impossible à admettre de qui que ce soit. Et d'ailleurs, dans cette circonscription, j'ai déjà dit qui je soutenais, et je soutiens en l'occurrence Raquel Garrido. Mais ce que je dis aussi, c'est que je ne veux pas résumer cette élection à 3 ou 4 cas problématiques, parce que si vous voulez qu'on en cherche côté droit, on va en trouver beaucoup aussi. Quand vous avez au RN des gens qui ont été condamnés, qui sont des gens qui sont des multirécidivistes, enfin tout ça me paraît... Sauf que ce sont des valeurs que vous défendez. Mais ce sont des je valeurs continue que à les défendre. Je ne suis pas responsable des choix d'investiture qui sont faits par d'autres partis partenaires. Mais ça ne remet pas en cause cette... Mais je ne veux pas remettre en cause cet immense espoir qui s'est levé et qui est un espoir qui peut permettre à des millions de gens de retrouver le sourire le 7 juillet. Parce que la réalité, c'est que on fait comme si cette histoire était une histoire entre quelques appareils. C'est pas du tout le cas. Moi, je vois tous les jours des gens qui m'interpellent dans la rue, qui me disent: vous vous rendez compte de ce qui peut m'arriver à moi si demain c'est l'extrême droite qui arrive au pouvoir? Et moi, c'est à eux que je pense. Et c'est pour cette raison-là que j'ai fait le Front populaire. C'est pour cette raison-là que je me bats, parce que je sais depuis toujours pour qui et pourquoi je me bats. Vous avez condamné cette nuit, Olivier Faure, sur les réseaux sociaux, ce viol et ces violences antisémites d'une petite fille de 12 ans à Courbevoie, agressée par 3 autres adolescents de 13 ans seulement. Oui, l'âge, il interpelle, c'est terrifiant. Vous n'êtes pas le seul, hein. Il y a de nombreux politiques, responsables politiques, des élus locaux qui ont condamné, sauf, j'ai cherché, personne de la France insoumise. C'est un oubli? Écoutez, vous leur poserez la question. En tout cas, ce que je sais, moi, c'est que si nous participions demain à une majorité, cette majorité, elle lutterait de toutes ses forces contre l'antisémitisme. Et le projet que j'ai signé au nom des socialistes avec les autres formations politiques pour créer ce nouveau Front populaire est un projet qui dit explicitement que nous protégerons les Français juifs, nous protégerons leurs lieux de culte, nous protégerons celles et ceux qui aujourd'hui sont victimes de préjugés qui sont des préjugés antisémites. Nous irons dans les écoles pour former à la fois les enseignants et les jeunes, parce qu'il n'est pas imaginable que dans notre pays, on puisse essentialiser les gens, qu'on puisse faire porter le chapeau à des gens qui ont juste qui sont juste français et juifs, et leur dire qu'ils sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Ça n'a aucun sens. Autre point de désaccord au sein de ce nouveau Front populaire, le chiffrage du programme. Valérie Rabault, ex-présidente socialiste de l'Assemblée nationale, avance ce matin dans Les Échos le chiffre de 106 milliards d'euros de dépenses nouvelles. Alors elle ne chiffre pas le coût de la retraite à 60 ans, et elle explique dans Les Échos toujours, sur cette question, il peut y avoir des différences. La retraite à 60 ans est un horizon. Nous lancerons des négociations pour voir si cet objectif peut se réaliser. Je croyais que c'était ce qui vous soudait, justement, cette retraite à 60 ans. C'est pas le cas. Le projet dit que c'est un objectif. Il dit exactement ce que dit Valérie Rabault. Et donc, nous ne sommes pas... Donc quand on entend une partie des candidats du nouveau Front populaire nous dire demain il y aura la retraite à 60 ans, c'est faux. C'est un objectif. Non, c'est pas faux, au sens où c'est un objectif que nous poursuivons ensemble. Après, vous avez plusieurs façons de l'envisager. Moi, je suis favorable à l'idée de revenir à l'âge légal de 60 ans. Mais il y a plusieurs paramètres, et vous le savez très bien. Il n'y a pas seulement l'âge légal, il y a aussi la durée de cotisation. Qu'est-ce que fait l'âge légal? Il protège les gens qui ont commencé à travailler tôt. Est-ce que vous trouvez normal que dans la réforme qui a été adoptée l'an passé et que nous abrogerons, eh bien, vous ayez en fait fait supporter, oui, moi j'y suis pas. Le gouvernement est fait supporter le poids en fait du financement de nos retraites par ceux qui ont commencé à travailler. Donc, mais pour être très clair, vous abrogez non pas 43 ans, mais 44, 45, 46 ans. Juste pour être clair, vous abrogez. On abroge. Oui, la retraite à 60 ans, pas sûr. 60 ans. C'est l'objectif, mais pas sûr. C'est l'objectif. On le fera en fonction de ce que nos finances publiques permettent de faire. Emmanuel Macron a justifié une nouvelle fois sa décision hier de dissoudre l'Assemblée nationale. La solution la plus responsable à ses yeux, dit-il. Responsable, vous l'auriez dit comme ça? Non, j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit irresponsable. Il est irresponsable, le président? Il est... on attendait Jupiter, on a eu Néron. Voilà, donc c'est assez incompréhensible ce qu'il fait.
Et quand je le vois hier, y compris accumuler les fake news, être dans la transphobie, je me dis que ce président est en train d'épouser, en fait, y compris tous les propos les plus populistes qu'il a dénoncés pendant si longtemps. Comment est-il possible que cet homme, qui a été élu et réélu pour faire face à l'extrême droite, enchaîne en réalité les reprises du discours de l'extrême droite? Comment est-il possible qu'il ait fait voter une loi qui introduisait la préférence nationale en décembre? Comment est-il possible aujourd'hui qu'il accuse les partis de gauche d'avoir une politique immigrationniste? Et comment est-il possible que lui, qui était l'homme qui avait même fait en sorte que la PMA soit accessible aux couples de femmes, soit maintenant celui qui condamne qui soit devenu transphobe? Je me dis que décidément, cet homme-là n'a aucune colonne vertébrale, qu'il n'a rien ne le guide, sinon ses intérêts propres, et c'est ce qui est dramatique, et c'est ce que ce pays lui reproche aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier Faure.